Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous propose l'étude linéaire d'un extrait de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Alors le texte qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans la scène 10 de la première partie, et en guise d'introduction je me contenterai ici de situer l'extrait. Il s'agit d'un monologue prononcé par Louis, et c'est déjà la troisième fois qu'il se livre de cette manière, après le prologue et la scène 5 de la première partie. Puisque vous le savez, le monologue est le seul moyen pour Louis de parler, de se confier, de se dévoiler, puisqu'en famille c'est impossible. Et donc au total, la pièce donne 5 fois la parole à Louis au travers de ses monologues introspectifs. Il y a donc le prologue, la scène 5 et la scène 10 de la première partie, la scène 1 de la deuxième partie et l'épilogue. Et l'extrait qu'on va étudier aujourd'hui est placé à un endroit charnière dans la pièce, puisqu'il se situe entre deux scènes de dispute, celle où toute la famille a quitté la table au moment du café, et le face-à-face entre les deux frères. Puisque la communication est impossible, seul le monologue offre un espace de liberté suffisant pour s'exprimer. D'autant que Louis se confie ici sur son rapport à la mort. Le sujet étant particulièrement douloureux, le monologue est très long et constitué de plusieurs étapes. Tout d'abord, Louis évoque sa peur de la mort, dans une formulation d'ailleurs qui éclaire le titre de la pièce, puisqu'il dit « Ce qu'on croit toujours, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi ». Après, il exprime une sorte de fantasme de toute puissance sur les survivants. Et nous, le passage que nous allons étudier est une troisième étape, c'est un cri de rage face à la mort qui fait basculer Louis dans la haine. Alors ce ne sera pas la dernière étape, puisqu'ensuite il y aura une tentative de séduction de la mort et puis la résignation. Notons en tout cas que ce long monologue est structuré de manière à rendre compte des différentes étapes psychologiques que Louis a traversées depuis l'annonce de sa mort prochaine. Alors vous n'oublierez pas de lire le texte et je vous invite à mettre la vidéo sur pause le temps de prendre connaissance de l'extrait. La problématique que je vous propose aujourd'hui est la suivante. Comment, dans ce monologue, Louis livre-t-il une réalité qu'il cache à sa famille ? Alors pour cela, je vous propose d'étudier l'extrait en 3 temps. On verra d'abord que dans un premier mouvement, la lutte de Louis le fait basculer dans la haine et dans la peur. On montrera ensuite que ça le conduit à essayer d'inverser le cours du destin, en apparaissant d'abord comme un assassin, et puis en reniant les autres, comme si la mort était son choix. Alors pour commencer, nous allons étudier le sursaut de rage qui envahit Louis, parfois, comme il le dit à 2 reprises, cet adverbe de temps, d'ailleurs plutôt vague, introduit vraiment une nouvelle étape dans sa réflexion. Et la comparaison comme un sursaut montre que Louis essaye d'expliquer ce qu'il ressent au moment de ce surgissement soudain, violent et totalement non maîtrisé qui l'envahit. Alors cette tentative d'explication de soi-même est perceptible par l'emploi obsédant des marques de la première personne, que ce soit sous la forme de pronoms personnels sujet, de pronoms personnels objet, de pronoms personnels réfléchis ou de déterminants possessifs. En tout cas, ce sursaut est à comprendre comme un instinct de survie, une lutte pour la vie, et on le voit avec les 2 propositions juxtaposées, cette lutte pour la vie engendre la haine. L'adjectif haineux est d'ailleurs répété 2 fois, et redoublé par enragé, qui s'associe à férocité et au polyptote je mords, mordre, pour animaliser le protagoniste, qui est véritablement réduit à des instincts primaires. D'ailleurs, l'expression je fais les comptes, qui est redoublée par je me souviens, nous dévoile un personnage rancunier, animé par un désir de vengeance, d'offense passée, que d'ailleurs il ne précise pas. La formule « ce que j'avais pardonné, je le reprends » est construite sur un rythme binaire qui n'est pas sans évoquer la prière chrétienne « pardonnez leurs offenses à ceux qui vous ont offensés », mais qui serait ici inversée, avec un personnage qui punit. Et cette formule entraîne d'ailleurs la tournure elliptique « un noyé qui tuerait ses sauveteurs ». Sous-entendu « je suis comme un noyé qui tuerait ses sauveteurs ». Ici, l'ellipse syntaxique est extrêmement intéressante puisqu'elle nous montre bien qu'on est dans un monologue intérieur où il n'y a pas ici le souci de l'expression complète comme quand on est face à des gens qui nous écoutent. Et puis surtout, c'est une image saisissante. Cette ellipse la rend particulièrement saisissante puisque c'est l'image d'une victime qui entraîne ses sauveteurs vers la mort. On a d'ailleurs un passage de la 3e personne du pluriel à la 2e personne du pluriel avec l'emploi de « vous » qui, selon le principe de la double énonciation, désigne aussi bien sa famille que le public que nous sommes en train d'écouter ce qu'il dit, qui résonne véritablement comme une malédiction, puisqu'il dit « je dis du mal ». Dire du mal, c'est mal dire, c'est-à-dire maudire. En tout cas, l'emploi du pronom personnel objet « vous » montre bien que Louis simule une situation de communication. Il est en train de dire ici ce qu'il se révèle incapable de dire réellement à ses proches.
Après ce cri de rage, on entre dans un nouveau moment de la réflexion, qui pourrait constituer une seconde sous-partie dans ce premier mouvement du texte, puisque le personnage apporte la cause de cette haine qui le submerge. Et cette cause, eh bien, c'est la peur. Une peur presque enfantine d'ailleurs, comme en témoignent les indicateurs spatio-temporels. On voit bien que la peur le gagne le soir, dans son lit, avant de s'endormir. Mais évidemment, dans ce contexte, le verbe s'endormir peut se comprendre aussi comme un euphémisme pour désigner le fait de mourir. Et la peur est physiquement associée à la haine, à travers l'emploi du verbe vomir, qui renvoie à la maladie et qui montre bien qu'on est ici dans une crise au sens médical du terme. D'ailleurs, la paronomase « elle m'apaise, elle m'épuise » montre l'ambivalence de cette réaction, qui permet à la fois d'extérioriser l'angoisse et de s'en soulager, mais qui conduit aussi à l'épuisement, qui peut encore une fois symboliser la mort sous la forme d'un polyptote, comme le sous-entend l'euphémisme disparaître. Le dernier mot de ce premier mouvement, l'adverbe « enfin », souligne la durée de la crise. En guise de transition, on peut dire que nous venons d'assister à une crise pendant laquelle Louis s'est débattu rageusement contre la mort, dans un mélange de haine et de peur, qui le conduit épuisé vers une forme de soulagement qu'on peut apparenter à la mort. Et nous allons maintenant voir qu'il revient comme un spectre. On a une forme de basculement dans un registre fantastique qui est perceptible à travers l'emploi étonnant de l'adverbe « demain », qui est normalement un déictique, c'est-à-dire qu'il n'a de sens que dans une situation d'énonciation donnée. Ici, il semble évoquer un futur proche tout à fait fantasmé. C'est d'ailleurs un revenant qui nous apparaît avec la locution « à nouveau » et les adjectifs employés pour le décrire, calme, lent et pâle. Le spectre qui nous apparaît est un assassin, un tueur en série, comme le montre le verbe tuer et le polyptote autour de mourir. On a mourrait, meurtrier et meurt. L'emploi du futur simple et du présent à valeur de vérité générale contribue à affirmer une forme de prescience du spectre qui a l'air de connaître l'avenir ou qui est en tout cas capable de le prophétiser. Il prédit d'ailleurs sa propre mort avec une tournure impersonnelle qui le désigne comme une sorte d'ennemi public, un ennemi seul contre tous, il faudra m'abattre, qui contribue d'ailleurs une fois de plus à l'animaliser. En tout cas, en se présentant comme un meurtrier, la victime cherche à inverser le cours du destin, en affirmant « je suis l'unique survivant et je mourrai le dernier », avec l'emploi des articles définis qui insistent sur sa singularité. Encore une fois, l'emploi du pronom « vous » désigne bien sûr le cercle familial, mais peut aussi être élargi au public que nous sommes. Et la phrase « je pense du mal » fait écho à « je dis du mal », bien sûr, qu'on a étudié tout à l'heure, et qui permet une transition vers le dernier mouvement du texte, dans lequel le protagoniste poursuit son fantasme de toute puissance, en renonçant au lien affectif pour présenter la mort comme un choix délibéré. Dans ce dernier mouvement, la répétition des négations syntaxiques autour du verbe « aimer » résonne comme une forme d'auto-persuasion. Louis s'entête à renier cet amour qui l'unit aux autres. Il ne précise pas d'ailleurs de qui il parle avec précision, puisque personne, répété 2 fois, encadre le pronom personnel « vous ». Finalement, il rejette tout en bloc, comme le montre l'emploi du mot « mensonge ». Toujours dans cette litanie répétitive, il affirme qu'il est solitaire. C'est un peu la tentation ici du solipsisme. Vous savez, cette attitude d'après laquelle le sujet peut se suffire à lui-même. Je ne risque rien pourrait ainsi être synonyme de je ne doute de rien parce que le fait d'exister, c'est la seule certitude qu'on puisse avoir. On a d'ailleurs une construction en chiasme qui affirme cette recherche de la solitude comme d'un salut. Je n'aime personne et je suis solitaire, et solitaire, je ne risque rien. Le protagoniste développe ici un fantasme de toute puissance mis en valeur par l'antithèse entre rien et tout, et par les verbes décider et vouloir dont il est syntaxiquement le sujet. Encore une fois, Louis inverse le cours du destin avec la tournure emphatique « la mort aussi, elle est ma décision ». L'emploi de la majuscule à mort contribue à mettre en relief la mort dans cette construction détachée, mais elle est sujet d'un verbe d'état et non d'un verbe d'action, parce que finalement le rapport de force s'inverse soudainement. La tonalité ici est tragique, puisque la victime brave le destin et brave la mort, ce qu'on remarque notamment avec le champ lexical de la mort, mourir, souffrir et surtout sacrifier, qui montre que la cause de la mort n'est plus subie, mais choisie. On peut ajouter à cette liste le verbe abîmer, qui est mis en relief par la construction en chiasme, qui crée un effet d'insistance. Ce verbe est en effet polysémique et ici il faut le comprendre comme synonyme d'engloutir, d'entraîner vers l'abîme, donc vers le néant. Et en ce sens il est un euphémisme encore une fois
pour désigner la mort, et il est lié quelque part à un vocabulaire sacré qui est d'autant plus intéressant que, encore une fois, Louis a prononcé dès le début de son monologue une malédiction, puisque je vous rappelle qu'il a souhaité de manière impulsive la fin du monde pour calmer sa peur de disparaître alors que le reste lui survit. On voit d'ailleurs que cette tentative d'inversion des valeurs et du cours du destin est radicale, c'est-à-dire que la victime reste malgré tout isolée des autres, comme le montre l'alternance des pronoms personnels avec « je » d'un côté et « vous » de l'autre, et les tournures comparatives, plus longtemps et plus durement que moi. Il n'y a donc ici aucune volonté d'union ou d'apaisement, mais une volonté de regarder les autres souffrir à sa place. Louis affirme donc sa volonté, comme en témoignent encore une fois les marques de la première personne du singulier, mais c'est une volonté destructrice. Et on le voit avec les termes dépit, méchanceté et mesquinerie qui sont mis en valeur par le rythme ternaire et qui soulignent la cruauté du personnage. Mais on le voit surtout par les verbes rire et haïr, dont la proximité phonétique contribue à ériger Louis en figure démoniaque, diabolique. D'ailleurs, les dernières lignes ont encore une fois une dimension prophétique et résonnent comme une malédiction, avec l'emploi du futur qui marque ici l'injonction, comme si Louis leur jetait un sort. Enfin, je dis leur jeter un sort, mais l'emploi du pronom « vous » est une fois de plus déroutant, puisqu'il semble ici davantage nous désigner nous, les spectateurs, ou les lecteurs, puisque cette inversion des valeurs est aussi métathéâtrale. C'est-à-dire que Louis se représente en spectateur qui s'amuse et se divertit de ce qu'il voit, comme s'il inversait finalement le rapport avec le public pour briser ce qu'on appelle le quatrième mur. Vous savez, c'est ce mur imaginaire entre la scène et le spectateur. Alors c'est un concept ancien que l'on doit à Diderot au XVIIIe siècle, mais qui a été largement repris au XXe pour questionner les processus de distanciation du public par rapport à ce qu'il voit. C'est intéressant d'en parler ici puisque nous sommes précisément dans un monologue intérieur et que le monologue intérieur est en soi paradoxal puisqu'il est à la fois silencieux et audible et puis à la fois intérieur et extérieur. En tout cas, en guise de conclusion, nous pouvons donc voir que cet extrait présente Louis sous un aspect qu'il cache à sa famille, notamment parce que c'est une facette de lui qui est particulièrement terrifiante puisqu'elle révèle sa peur de mourir à travers l'expression d'une haine, d'une rage destructrice dans laquelle il aspire au meurtre. On comprend bien qu'une telle révélation est impossible à faire pendant ce dimanche familial, d'autant qu'elle est prononcée comme une imprécation, une malédiction, démoniaque et blasphématoire. La dimension tragique de cette scène est évidente puisque le spectateur ressent les deux émotions qu'Aristote associe à la tragédie, la pitié bien évidemment, mais aussi la terreur, notamment parce que le public est directement pris à partie par Louis, comme s'il n'était plus protégé par le quatrième mur de la salle. Et le spectateur ne peut que comprendre que l'aveu de Louis est impossible. En tout cas, j'espère que cette étude linéaire a éclairé votre lecture de la pièce, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler encore un peu plus de Juste la fin du monde.